mes chers collègues, monsieur l'ambassadeur, nous poursuivons aujourd'hui nos travaux liés à l'actualisation de la revue nationale stratégique et à notre cycle de travail consacré aux enjeux sur l'Europe de la défense, avec donc l'audition de monsieur David Crave, représentant permanent de la France auprès de l'OTAN. Nommé l'été dernier dans cette fonction, votre carrière vous a notamment conduit dans des pays qui ont été au cœur des enjeux de sécurité des dernières décennies, l'Algérie, l'Irak, l'Iran et enfin les États-Unis. Vous avez également été ambassadeur en Suède entre 2017 et 2020, puis directeur de l'Union européenne au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous arrivez dans une organisation qui, jugée en état de mort cérébrale en 2019, est aujourd'hui bousculée. Bien qu'elle s'est récemment élargie à de nouveaux membres, la Suède et la Finlande, l'OTAN fait face à de nombreux défis, dont le principal est incontestablement celui de l'unité, qui s'est d'ailleurs accentué avec les dernières déclarations du président Trump. Si le contexte stratégique de 2022 adopté au sommet de Madrid désigne la Russie comme, entre guillemets, la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des alliés, il semblerait que ce ne soit plus l'avis de l'ensemble des alliés, à commencer par les États-Unis, pour qui la Chine constitue à présent sa principale menace stratégique contre laquelle il cherche à mobiliser l'OTAN. Par ailleurs, les tensions récurrentes entre la Grèce et la Turquie sont une autre menace de l'unité de l'OTAN et également un obstacle à la coopération avec l'Union européenne, en raison, entre autres, de la question chypriote. Nous le constatons, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche tend les relations entre les alliés et affaiblit l'OTAN par ses déclarations ou ses décisions. Alors que l'Europe de la défense tente de se développer, l'articulation de celle-ci avec l'OTAN est toujours un sujet de crispation. Un pilier européen de l'OTAN pourrait peut-être permettre de dépasser cette crispation. Qu'en pensez-vous ? La France, moteur de l'autonomie stratégique européenne, occupe une position singulière au sein de l'OTAN. À ce titre, elle a un rôle à jouer à la fois dans le renforcement de l'OTAN, mais également dans l'affirmation et la définition de ce pilier européen. Sur tous ces sujets, comme d'autres, monsieur l'ambassadeur, vous avez toute notre attention et comme vous pouvez le voir, ce matin, vous avez beaucoup de monde et tous nos collègues sont présents. Donc ça va être avec beaucoup d'attention et de plaisir que je vous cède la parole. Plaisir partagé, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, je vais en venir, je crois, très vite à l'actualité qui fait que beaucoup de lignes sont en train de changer et pourront changer rapidement. Mais en préalable, je voudrais vous dire, après 6 mois en fonction, ce qui me semble faire le cœur de la valeur ajoutée de l'OTAN et qu'il nous faut essayer de préserver dans la phase compliquée qui s'ouvre. L'OTAN, c'est, je dirais, 3 choses. C'est une planification de défense pour faire face à 2 menaces. Et d'abord, la menace posée par la Fédération de Russie. C'est une planification qui est appuyée, adossée à une structure de commandement où nous affectons des officiers et à une structure de force où les nations transfèrent sous condition des personnels. Deuxième chose, c'est que c'est un processus capacitaire et donc qui établit pour toute l'Alliance des cibles à atteindre pour nourrir les plans, pour nourrir les forces, et des cibles qui sont ensuite distribuées entre les alliés. Et enfin, c'est un cadre d'interopérabilité qui va de la standardisation des matériels à la standardisation des pratiques opérationnelles, dans le cadre notamment que nous testons dans le cadre d'exercices réguliers. Ces 3 choses-là, aucune autre organisation permanente, multilatérale, ne les fait. Et ça serait compliqué à répliquer, à recréer
de zéro ailleurs. L'OTAN fait plein d'autres choses, mais voilà, ces trois éléments-là, c'est vraiment le cœur de métier, je dirais, de l'Alliance. Je vois au quotidien que ce travail est fait sérieusement, et c'est quelque chose qui bénéficie directement à notre sécurité et qu'il faut essayer de préserver. Donc j'en viens au bruit, la fureur, l'actualité dans laquelle nous sommes. Le président de la République va parler ce soir. En l'annonçant, il a parlé d'un contexte de grande incertitude, et c'est un mot qui s'applique parfaitement à ce que nous vivons au sein de l'OTAN. Il n'y a pas eu, jusqu'à présent, de remise en cause directe par les États-Unis de l'OTAN ou de l'article 5, ou même de leur présence. D'ailleurs, hier, il y a eu les auditions de confirmation de mon probable futur collègue américain, qui a au contraire réaffirmé l'engagement américain dans l'OTAN et en soutien à l'article 5 notamment. Mais il y a eu 3 remises en cause indirectes qui ont un impact majeur. La première, c'est la décision par le président Trump de parler à Poutine sur la base d'un certain nombre de paramètres qui sont à l'opposé de ce que les Alliés ont agréé ces dernières années, sur l'Ukraine et sur la Russie. Et donc, ambiguïté sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, pour ne pas dire plus, rejet de son adhésion à l'OTAN, remise en cause de la légitimité du président Zelensky, remise en cause du soutien américain à l'Ukraine. Et nous voyons à l'OTAN, comme ça a été d'ailleurs préfiguré à l'ONU, que les États-Unis cherchent à gommer les langages hostiles à la Russie dans les textes de l'OTAN. Donc ça secoue. Dans une organisation qui a été conçue pour contrer la menace russe, ça secoue. Deuxième élément indirect, c'est l'affirmation par le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, quand il est venu à l'OTAN pour la ministérielle Défense, que les troupes américaines en Europe n'y resteraient pas éternellement, car elles devront se concentrer sur l'Indo-Pacifique et plus spécifiquement sur la Chine. Alors vous savez que ces troupes sont un élément essentiel de la crédibilité de l'OTAN, même si elles ne sont pas des forces de l'OTAN, qui d'ailleurs n'a pas de force en propre. Mais vous avez près de 100 000 hommes déployés par les États-Unis sous le commandement d'officiers généraux américains en Europe, officiers qui ont une double casquette, et ils ont également une casquette OTAN, à commencer par le premier d'entre eux, qui est SACEUR, le commandant suprême des forces alliées en Europe. Et donc l'idée américaine, c'est clairement que les Européens doivent s'occuper d'eux-mêmes, c'est-à-dire de la défense conventionnelle de l'Europe, pendant que les Américains, eux, s'occuperont de la Chine. Ça aussi, ça secoue dans une organisation qui est fondée sur le principe d'une coopération face à la menace russe. Le troisième élément, je dirais encore plus nouveau que les 2 précédents, c'est la prise à partie directe par les États-Unis d'un certain nombre d'alliés. Et par ailleurs la prise à partie de l'Union européenne en tant qu'organisation. Prise à partie du Canada, du Danemark sur le Groenland, de la Roumanie sur le report des élections, les prises de position concernant l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, notamment par le vice-président américain dans son discours à Munich il y a peu. Tout ça dessine un projet idéologique destiné à affaiblir le projet européen, perçu par Donald Trump comme dirigé contre les États-Unis. Ça, c'est nouveau, ça secoue aussi. Et j'ajoute qu'il y a chez beaucoup d'alliés européens une vraie forme de traumatisme à voir les développements intérieurs aux États-Unis, qu'ils jugeaient impossibles. Donc, énorme incertitude sur le degré de soutien américain à l'Ukraine, sur le degré de soutien américain aux Européens dans l'OTAN dans la durée. Ça remet en cause les convictions des atlantistes. Ça remet en cause aussi, à vrai dire, celle des sceptiques vis-à-vis de l'Alliance, parce que les atlantistes et les sceptiques avaient de commun de considérer que les États-Unis étaient très attachés. Les uns le déplorent, les autres s'en félicitaient, à l'Alliance.
Donc incertitude, ça n'est pas certitude. On ne doit pas, par conséquent, renoncer à influencer les décisions américaines. Beaucoup de ces décisions ne sont pas prises, ou sont confuses, ou ne sont pas même vraiment conceptualisées. Et donc, il faut parler à l'administration américaine, en commençant par le niveau le plus important, qui est celui du président Trump. Et vous voyez que c'est évidemment ce qu'on fait sur l'Ukraine, mais pas seulement. Mais le simple fait qu'il y ait une telle incertitude, en soi, c'est déjà un élément nouveau qui entraîne deux grandes séries de conséquences. La première, c'est, vous l'avez dit, Monsieur le Président, le thème de l'autonomie stratégique des Européens. Ce thème-là progresse. Il est un peu dommage qu'il ait fallu attendre un choc de cette ampleur pour que les esprits évoluent. C'était peut-être inévitable parce que la situation antérieure était une situation qui convenait, pas à la France, mais à la grande majorité des alliés européens. La situation antérieure, c'était une situation où ils recevaient des États-Unis quelque chose de très coûteux, qui était la garantie de leur sécurité, en échange de quelque chose qui ne leur coûtait pas beaucoup, qui était un alignement politique assez large sur les Américains. Et d'ailleurs, pendant des décennies, les pays qui étaient les plus en soutien politiquement de la relation transatlantique étaient aussi ceux qui dépensaient le moins pour leur défense. Et cette corrélation n'est pas contradictoire, elle est en fait tout à fait logique. Il y avait, et sur ce point, les Américains d'administration, l'administration n'avaient pas tort, il y avait une sorte de phénomène de passagers clandestins. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une situation complètement différente. Il y a une prise de conscience générale qu'il faut faire émerger l'Europe comme puissance. Le débat est rouvert. Il est en Allemagne, où vous avez vu les déclarations très importantes de Friedrich Merz au soir de son élection. Vous avez vu la lettre que la présidente von der Leyen a diffusée en amont du Conseil européen qui se réunira demain. Là aussi, on voit qu'il y a vraiment un changement de paradigme, comme on dit. Et donc, bonne nouvelle d'un point de vue français, parce que nous avons poussé ce thème de l'autonomie stratégique dans une certaine solitude pendant des années. Et là, nous avons un espace pour le faire, je pense sans forfanterie. Au contraire, avec une certaine gravité, parce que ce nouveau contexte signifie des remises en cause douloureuses pour les autres, mais à vrai dire aussi pour nous-mêmes. Si on va au fond des choses, réduire notre dépendance aux États-Unis va nécessiter d'augmenter nos moyens dans des proportions qui nécessiteront de renforcer les solidarités et les interdépendances entre les Européens. Et cette question-là, jusqu'où sommes-nous prêts à compenser une solidarité transatlantique défaillante par une solidarité européenne renforcée? C'est une question très très politique d'ailleurs, mais qui est devant nous et qui nécessitera de faire un certain nombre, je pense, d'arbitrages. C'est des choses que vous allez évidemment regarder dans le cadre de la revue, de la révision de la revue stratégique. Est-ce que nous estimons que la solidarité et la communauté de destin entre Européens reposent sur des fondements philosophiques, historiques, culturels, économiques plus profonds que ceux que nous avions sur le plan transatlantique, et jusqu'où nous jouons ce jeu-là, de la solidarité européenne et des dépendances mutuelles consenties. La deuxième série de conséquences, qui est plus directement de mon ressort que ce que je viens de décrire, qui encore une fois est très, très politique, c'est les traductions concrètes d'une Europe stratégiquement autonome. Comment construire cette autonomie ? Il faut, je dirais, plus d'hommes, plus de matériel, plus interopérable, mieux entraîné, avec des plans crédibles qui dissuadent nos adversaires. Donc si je déroule un peu, plus d'hommes, c'est un défi partout, dans toutes les armées de l'Alliance. Donc le sujet du recrutement, de la fidélisation des militaires, dans un contexte qui est souvent très tendu sur le marché du travail.
C'est un très gros sujet, il faut une politique d'attractivité. Plus de matériel, ça veut dire qu'il faut que ces matériels existent. Or, on ne produit pas tout, qu'ils soient disponibles. Quand on ne produit pas forcément suffisamment par rapport aux besoins renforcés. Donc il faut une politique industrielle, au niveau français et européen. Plus d'interopérabilité entre les armées. Il y a encore beaucoup à faire, on l'a vu dans le contexte de la guerre en Ukraine, pour que les matériels, les munitions, les procédures soient pleinement interopérables. Et par ailleurs, il y a un manque assez cruel au niveau européen d'enablers, c'est-à-dire les matériels qui permettent de faire fonctionner les autres matériels, parce qu'ils permettent de voir. Ça, c'est ce qui permet le renseignement, la surveillance, la reconnaissance, le ciblage. Ils permettent de déplacer les matériels de transport stratégique, le ravitaillement en vol, ou ils permettent de coordonner à travers les systèmes de commandement et de contrôle. Et donc, il faut nous doter en priorité de ces matériels qui sont la glue entre nos armées, glue qui est actuellement assurée très largement par les Américains. Il nous faut une analyse commune des menaces et des plans crédibles pour y répondre. Et ce travail est fait et bien fait dans le cadre de l'OTAN, dont je le disais au début. C'est vraiment le cœur du métier. Et donc l'enjeu, c'est que l'éventuel désengagement des Américains et la montée en puissance des Européens se fasse dans des conditions qui préservent la possibilité et la crédibilité de ces plans. Pour tout ça, il faut plus de financement, public et privé, au niveau national et au niveau européen. Vous savez beaucoup mieux que moi quel défi politique ça représente. Mais si on considère qu'on entre dans la période la plus dangereuse depuis la guerre froide, on ne va pas la gérer avec la moitié du coût que nous avons dépensé en moyenne pendant la guerre froide. Un dernier mot avant ma conclusion. Il nous faut plus de recours à l'innovation qui peut nous aider face au double goulot d'étranglement industriel et financier. Et vous avez auditionné, je crois, l'amiral Vendier, qui fait un travail remarquable comme commandant suprême pour la transformation, qui vous a présenté la révolution en cours dans les affaires capacitaires et les possibilités que l'innovation offre pour avoir de la masse relativement rapide à des coûts relativement faibles, en complément des grandes plateformes qui resteront bien sûr nécessaires. Et donc si nous faisons, et si l'Europe décide de faire des gros investissements, il me semble essentiel qu'on mette le paquet, si j'ose dire, sur l'innovation et qu'on rattrape notre retard dans ce domaine, qui en fait est déjà aujourd'hui plus important dans ce domaine que dans le domaine des solutions industrielles classiques, si j'ose dire. Donc en conclusion, je voudrais pointer deux éléments pour essayer d'être complet. Il y en a un que je mentionne un peu pour mémoire, parce qu'il n'est pas directement de mon ressort et nous ne souhaitons pas avoir cette discussion dans le cadre de l'OTAN, c'est la dimension nucléaire. Mais évidemment, elle est très présente. Je veux dire que tout en réclamant un transfert de charge conventionnel, les Américains n'ont à ce stade jamais mentionné aucune remise en cause de leur garantie nucléaire. Mais enfin, on voit bien que là aussi, il peut y avoir des impacts au moins indirects sur cette question-là, ce qui justifie d'avoir un débat entre Européens sur ce sujet. C'est intéressant que le probable chancelier allemand l'ait proposé, et vous avez vu que le président de la République a répondu qu'il était ouvert, et pour cause, puisque nous proposons un tel débat depuis des années. Et le dernier élément, c'est pour revenir à l'Ukraine. Tout ce qui coûte cher coûtera encore plus cher si l'Ukraine doit subir un accord léonin. Parce qu'une Ukraine fragile, c'est une sécurité dégradée pour les Européens, et donc c'est une nécessité de renforcer encore plus notre posture, et donc c'est un coût très fortement, très nettement supplémentaire. Et c'est pour ça que dans toutes les incertitudes du moment, c'est vraiment sur l'Ukraine qu'on est extrêmement actif, comme vous l'avez vu, notamment avec le déplacement du président de la République à Washington. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour ce propos liminaire. Nous avons énormément de questions et c'est tout à fait normal. Et nous allons donc commencer par nos orateurs de groupe. Et nous commençons par Julien Limangui pour le Rassemblement national, pour 2 minutes. Monsieur l'ambassadeur, le monde semble redécouvrir ces derniers jours que les États-Unis, quelle que soit l'administration au pouvoir, ont un tropisme isolationniste. Certains en profitent pour ressortir leur projet chimérique d'Europe de la défense. Entre l'alignement sur Washington et les lubies fédéralistes, la voix de la France s'est historiquement distinguée par son indépendance, garantie notamment par sa dissuasion nucléaire. Or, certaines propositions récentes évoquent une mise en commun de cette force au sein d'une hypothétique défense européenne. Nous le disons avec la plus grande clarté, la dissuasion nucléaire française ne saurait être ni partagée, ni même diluée. Elle est le socle de notre autonomie stratégique et doit le rester. À l'inverse, la France a toujours fait le choix d'une industrie de défense souveraine et d'un modèle militaire autonome, fidèle à l'héritage du général de Gaulle. Pourtant, la question de l'interopérabilité se pose aujourd'hui avec acuité, alors que la quasi-totalité des pays européens ont opté pour du matériel militaire américain au détriment des équipements européens. La France doit être un acteur de la stabilité et ne pas entrer dans une logique de confrontation qui serait contraire à ses intérêts. C'est pourquoi notre groupe, le Rassemblement national, s'oppose à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN comme à l'Union européenne. Une telle perspective ne ferait qu'attiser les tensions et nous entraîner dans une escalade dont nous ne maîtriserions ni les risques ni les conséquences. Elle ne serait d'ailleurs d'aucune aide immédiate à l'Ukraine, qui fait preuve d'une résilience et d'un courage admirable. Les processus d'adhésion sont particulièrement longs et fastidieux, et le ministre des Affaires étrangères a rappelé devant cette Assemblée qu'il n'y aurait pas d'exception pour Kiev. Dès lors, alors que l'actualisation de la revue nationale stratégique de 2022 est en réflexion, comment la France peut-elle préserver son autonomie stratégique et sa liberté d'action en Europe et dans le monde, tout en refusant une soumission à Washington et une défense européenne artificielle, sans vision ni capacité réelle? Merci à vous. Merci, Monsieur l'ambassadeur. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député. Pardon. Merci, Monsieur le député. Je dois dire que je ne me sens pas particulièrement soumis ni contraint dans mon activité quotidienne d'ambassadeur à l'OTAN. Et c'est une belle chose d'être capable à l'OTAN de dire oui et de dire non. Et je reconnais que pour beaucoup de mes collègues, c'est souvent beaucoup plus facile de dire l'un que l'autre. Mais nous, on a cette possibilité-là. Et ce qui nous définit, je trouve, assez bien, depuis les origines, au moins de la Ve République, c'est l'idée que nous sommes alliés, mais pas alignés. Ce qui est assez différent de non-alignés. Nous sommes alliés, mais pas alignés. Et donc, dans cette affaire, nous jouons un rôle très important au sein de l'OTAN pour contribuer à définir une réponse forte à la menace russe, parce que c'est la vocation de cette alliance. Mais en revanche, nous gardons toujours notre liberté de parole, notre liberté de décision. Sur le plan nucléaire, comme je l'ai dit, c'est une discussion que nous ne souhaitons pas avoir à l'OTAN. Mais enfin, comme tout diplomate français, je pense que j'ai un ADN nucléaire. C'est vraiment le cœur de notre politique de défense et de notre politique étrangère. Et donc, il y a un débat à avoir entre Européens, mais il y a une chose qui ne se partage pas, c'est très clair, c'est la décision. Et donc, il n'est pas question de ça, il est question de voir ce que signifie la dimension européenne de nos intérêts vitaux, qui a été exprimée par le président de la République, mais aussi un certain nombre de ses prédécesseurs. Je crois que le ministre des Armées a d'ailleurs récemment fait un peu le point de toutes les expressions en ce sens, y compris celle du général de Gaulle. Sur les États-Unis, si les États-Unis se retranchent dans l'isolationnisme, je vois mal comment ils resteraient dominants à l'OTAN. Donc si c'est ça, ce qui n'est pas dit encore, mais si c'est ça le mouvement que les Américains en fait se retirent et se désengagent de l'OTAN, il me semble que ça nous ouvre, nous, des perspectives intéressantes pour
y prendre plus d'importance en tant qu'Européens et de faire exister justement les Européens à l'OTAN. Ah oui, et puis il y avait un volet industriel. Peut-être revenir sur le nucléaire, l'autonomie stratégique. Si vous regardez notre stratégie militaire, vous avez une chose que nous devons être capables de faire seuls, si nécessaire, c'est la sanctuarisation du territoire national. Mais en revanche, le reste, il est dans notre stratégie militaire d'être capable de le faire en coalition. Nous avons besoin des autres, pas pour notre survie, et ça c'est une différence forte avec la plupart des autres alliés européens qui ont besoin de l'OTAN pour leur survie. Nous n'avons pas besoin de l'OTAN pour notre survie, mais nous en avons besoin. En tout cas, nous avons besoin d'être capables de travailler avec les autres pour assurer notre sécurité à travers des coopérations et l'interopérabilité dont nous avons parlé. Et il faut que ça soit adossé à une industrie européenne. Nous pensons fermement que si l'Europe développe un grand programme d'investissement dans la défense, elle doit évidemment le faire avec une forte préférence européenne. Il n'est pas question de recréer par ce biais les dépendances qu'on essaie de réduire par ailleurs. Merci. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. La parole est pour 2 minutes à Natalia Pouzireff pour groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur Sfar. Tout d'abord, au nom du groupe Ensemble pour la République, permettez-moi de vous remercier pour ce discours franc et clair sur le plan politique. Alors, chaque jour, effectivement, apporte une marque supplémentaire du désintérêt de l'administration Trump pour la sécurité de l'Europe et pose de manière inédite la question de l'avenir de l'OTAN. De fait, les dernières évolutions, le rapprochement entre Moscou et Washington, la posture inamicale vis-à-vis des alliés occidentaux, l'accueil insultant réservé au président Zelensky et maintenant la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine donnent l'impression d'assister à un renversement d'alliance. L'OTAN est l'organisation la plus opérationnelle pour la défense collective en Europe, vous l'avez dit, en termes de commandement, d'organisation, d'interopérabilité, et elle est dotée de plans de défense régionaux spécifiques pour repousser une attaque russe. Alors que 27 pays sur les 32 membres de l'OTAN sont européens, que tous s'accordent sur la nécessité enfin d'investir plus dans leur défense et qu'un pilier européen était en train de se concrétiser, les alliés sont dans l'incertitude. Cette incertitude fait peser un doute sur la sécurité transatlantique dont la stabilité repose largement sur la présence militaire américaine. Alors mes questions, quel impact aurait un désengagement des forces américaines stationnées en Europe, des forces, je crois, qui représentent 30% des forces de l'OTAN en Europe et 70% des équipements critiques. Dans quelle mesure les Européens pourraient-ils y pallier pour sécuriser le flanc oriental? Et plus généralement, dans le contexte actuel et alors que la Russie est décrite dans le concept stratégique de 2022 comme la menace la plus importante et la plus directe pour l'OTAN, quel est l'état des discussions entre le secrétaire général Mark Rutte et les alliés? Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Merci beaucoup. Encore une fois, je dois quand même commencer par dire que pour l'instant, il n'y a rien de précis exprimé par les Américains sur les modalités, le calendrier d'un éventuel retrait. Mais si on se place dans cette hypothèse, je dirais que l'essentiel, c'est la manière dont ça se fait et est-ce que c'est quelque chose qui serait organisé entre eux et nous de manière responsable ou est-ce qu'on se réveille un matin avec une annonce et là, il faut un peu dans l'urgence essayer de parer au plus pressé. Présence américaine, ça devait être quelque chose comme 300 000 soldats à la fin de la guerre froide. On est descendu à 60 000, quelque chose comme ça. On est remonté un peu avec l'Ukraine. Donc,
il y a toute une histoire de hausse et de baisse de ces volumes-là. Si c'est organisé et planifié et qu'on a de la visibilité, c'est pas forcément en soi quelque chose d'ingérable. Vous avez une question également sur les matériels. Comme je l'ai dit, la glue sur un certain nombre de matériels, ce qu'on appelle les enablers, elle est quand même très américaine. Et donc il faut absolument, comme on n'est pas sûr de la réponse à la première question, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Je pense que c'est la seule chose dont on peut être sûr avec cette administration américaine, c'est qu'on n'est pas à l'abri des surprises. Et donc il nous faut aller le plus vite possible, pour nous doter des matériels les plus urgents. Ils sont d'ailleurs dans la lettre de Madame von der Leyen dont j'ai parlé. Ça sera vraiment au cœur des débats demain du Conseil européen. Et la capacité, le plus vite possible, à produire de la masse, qu'elle soit humaine ou matérielle ou par d'autres solutions technologiques. Une chose intéressante, peut-être sur votre troisième point, une chose intéressante dans ce contexte, c'est qu'il y a vraiment une discussion complètement différente de ce qu'elle était il y a encore peu de temps entre l'Union européenne et l'OTAN, hein, qui se regardait un peu en chien de faïence malgré tout. Et la personnalité du secrétaire général y est pour beaucoup, son expérience aussi, 14 ans je pense, à la table du Conseil européen. Les bonnes relations qu'il a avec le leadership, y compris les nouvelles figures du leadership européen, la relation qu'il a avec le président de la République, tout ça fait qu'il y a une discussion permanente entre l'Union européenne et l'OTAN, et la réponse ne peut passer que par cette discussion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse, à mon sens, au défi de l'autonomie stratégique des Européens qui soit uniquement à l'OTAN ou qui soit uniquement à l'UE. Elles ont besoin de travailler ensemble l'une et l'autre, dans ce qu'elles savent faire l'une et l'autre. Et l'OTAN ne fera jamais de la politique industrielle, mais l'Union européenne peut en faire. C'est aussi quand même un défi pour elle d'en faire en matière de défense, et il faut s'assurer qu'elle le fait bien, mais potentiellement, elle peut faire de la politique industrielle intelligente. Elle a les outils pour ça. En revanche, l'OTAN sait faire, comme je l'ai dit, des plans, le processus capacitaire qui s'en déduit, et la définition et des règles d'interopérabilité nécessaires. Merci. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. La parole est à Aurélien Saint-Toul pour la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci, Monsieur le Président. Ici. Voilà. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, de votre intervention, qui a quelque chose d'un peu hallucinant, puisque vous avez passé l'essentiel des 20 minutes de votre propos à nous décrire ce que serait, d'une certaine façon, l'OTAN sans les États-Unis. Comment il faudrait faire pour réussir le même genre de choses sans les États-Unis. Dès lors, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce qui, dans le traité, permettrait aux États-Unis de se retirer et comment cela devrait être fait? Parce que, en réalité, si un État membre souhaite quitter l'OTAN, aujourd'hui, ce qui est écrit, c'est qu'il doit le notifier aux États-Unis. On imagine mal les États-Unis se le notifier à eux-mêmes, mais ça signifie aussi que s'ils se retiraient, on peut s'interroger sur ce qu'il adviendrait réellement de l'organisation. Première question. Deuxième question, elle est liée à l'atmosphère. Évidemment, la façon dont l'administration agit et la façon dont, par exemple, M. Vance a souffleté les Européens au visage il y a peu de temps, a suscité de l'émoi. Néanmoins, pour avoir été à Bruxelles immédiatement après, dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, avec quelques collègues ici présents, on n'a pas noté que cet émoi soit tel que la plupart des États représentés aient montré une vraie volonté de s'émanciper. À peine un parlementaire canadien a-t-il eu des mots un peu durs à l'égard de l'administration américaine. Si bien que dans le contexte et connaissant le goût du chantage en fait de M. Trump,
on est fondé à se demander s'ils ne seront pas prêts tout simplement à mettre la main au porte-monnaie et à payer les 5% espérés par M. Trump. C'est donc la deuxième question. Qu'adviendrait-il de l'OTAN si les uns et les autres décidaient de payer 5% ? Et est-ce que ça n'est pas ça tout simplement l'issue du bras de fer qui est entamé ? Et puis, dernière observation, évidemment, l'Union européenne n'est pas dotée de la compétence pour la politique de défense. Combien de temps va-t-on choisir d'outrepasser les traités sans se mettre en conformité avec eux ? Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Sur le premier point, encore une fois, on n'a pas pour l'instant d'indication que les États-Unis souhaiteraient quitter le traité. Ils en sont dépositaires, donc c'est normal que c'est à eux qu'un retrait soit notifié. Le problème juridique dans cette hypothèse serait plutôt interne aux États-Unis, où il y a, semble-t-il, un débat sur les prérogatives présidentielles. Est-ce que le président peut décider de sortir de ce traité, ou a-t-il besoin, comme de l'accord du Congrès, qui d'ailleurs a fait évoluer les règles, et donc pour avoir un vote aux 2/3 du Congrès pour l'approuver. Il y a un petit débat de leur côté là-dessus. Mais enfin, pour l'instant, ça n'est pas ce qu'ils disent. Ils disent même l'inverse. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas bien d'autres manières qu'un retrait pour eux d'affaiblir l'OTAN ou la crédibilité de leur soutien à l'OTAN. Je crois que j'en ai parlé. La volonté européenne de s'émanciper, je ne veux pas sortir de mon couloir de nage en allant trop sur un terrain politique, mais je vois quand même beaucoup de déclarations très très nouvelles. J'ai mentionné celle de Friedrich Merz. Je n'aurais pas cru, moi, que dans ma carrière diplomatique, je verrais un chancelier potentiel allemand parler de l'indépendance, même pas l'autonomie stratégique, l'indépendance européenne comme objectif à terme de sa politique. Et vous trouvez dans d'autres pays, je pense, un choc. C'est une question, et à vrai dire, je me la pose souvent dans mon écosystème, de savoir si le choc est tellement vertigineux que les gens parfois hésitent, même un peu psychologiquement, entre se dire bon ben là, il faut vraiment faire quelque chose, ou ça va être tellement dur qu'on va quand même espérer que ça va bien se passer, et on rentre un peu dans le wishful thinking, dont je suis désolé de ne pas trouver là le terme en français, mais enfin vous voyez, le déni. On oscille un peu entre la panique et la volonté de réagir, et puis le déni. Mon sentiment à confirmer, y compris demain dans la réunion du Conseil européen, c'est qu'il y a quand même cette bascule qu'on attend depuis longtemps, nous. Je pense qu'elle est en train de se produire, malheureusement, dans des circonstances assez dramatiques. Le chantage, moi, je ne commenterai pas ce terme, mais nous ne devrions pas avoir besoin de Donald Trump pour estimer qu'il nous faut dépenser bien davantage pour notre défense, même s'il n'était pas là. Parce que l'environnement international, la guerre en Ukraine, la Russie, etc., fait que notre sécurité diminue, et donc ça a un coût. Le coût de notre assurance vie, si j'ose dire, au niveau français et au niveau européen, il augmente. Et donc ça crée peut-être un espace de convergence possible avec les États-Unis. Et à vrai dire, il n'est pas illégitime, en tout cas ils sont souverains, qu'ils se disent que les Européens, riches, nombreux, pas du tout dans la situation des années 40 ou 50, doivent être capables d'assurer leur propre sécurité pendant qu'eux s'occupent d'autres choses. Et si vous placez d'un point de vue américain, il faut reconnaître que le défi de la montée en puissance de la Chine leur pose des questions très complexes. Et ce pivot,
il ne date pas de Trump, il remonte au moins à l'administration Obama. Donc ce n'est pas totalement illégitime, c'est à nous d'en tirer les conséquences. Donc à la fois du fait de leur évolution possible, à la fois du fait de l'évolution, de la dégradation de notre environnement stratégique, et je dirais à très court terme de ce qui se passe en Ukraine, nous avons intérêt à renforcer notre effort collectif de défense au niveau européen. Ensuite, si Donald Trump dit que c'est grâce à lui, c'est son problème, mais nous, ça nous sera utile si ça peut nous être utile à avoir une relation semi-constructive avec l'administration américaine, mais même si ça échoue, ça nous sera quand même utile parce que c'est de ça qu'on aura besoin pour faire face aux défis. Merci. La parole est à Guillaume Garot pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur l'Ambassadeur, de vos propos parfaitement clairs ce matin. On a besoin de cette clarté, nous, ici, dans cette commission. Vous avez rappelé combien l'axe Trump-Poutine bouleversait le fonctionnement et probablement les fondements de l'OTAN. Vous venez de parler de bascule à l'instant, et c'est vrai, on ne peut que vous rejoindre. La position américaine sur l'Ukraine, les attaques idéologiques contre l'Union européenne par le vice-président Trump, et puis, vous l'avez dit d'ailleurs, hein, les prises à partie par Trump lui-même de pays comme le Canada, comme le Danemark, changent à l'évidence radicalement la donne. Et à partir de là, moi je voudrais vous interroger sur la façon dont on doit aujourd'hui collectivement repenser le fonctionnement de l'OTAN. Parce que c'est ça qui est devant nous. D'abord, est-ce qu'il faut repenser le processus décisionnel de l'OTAN? C'est une question qu'on doit, nous, démocratiquement, se poser et dont on doit débattre. Ensuite, on a tous en tête l'idée d'une articulation entre une nécessaire défense européenne, en tout cas pour ce qui nous concerne, et puis ce qu'il en est et ce qu'il en serait de l'OTAN s'il y avait ce désengagement des États-Unis. Et vous avez évoqué les conséquences sur le nombre d'hommes nécessaires, sur les matériels nécessaires. Est-ce que vous pouvez être plus précis là-dessus, dans le cadre de cette articulation que j'évoquais? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur l'ambassadeur, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je suis désolé, je refais ma préface parce que je suis très conscient que nous ne sommes pas à huis clos et je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés. Il n'y a pas pour l'instant d'indication concrète de la part des États-Unis d'une volonté de se retirer de l'OTAN, ni même d'indication précise sur une réduction de leur contribution, qu'elle soit en hommes ou en matériel. Et il y a plutôt l'expression inverse. Ce préalable étant fait, nous souhaitons que les Européens montent en puissance, qu'ils le fassent à titre national, qu'ils le fassent dans ce cadre européen et qu'ils le fassent dans le cadre de l'OTAN. Je serais un peu prudent sur le fait de commencer par des questions de gouvernance qui ont un grand potentiel de crispation, de toutes sortes de débats, y compris entre Européens, alors qu'il me semble que la question fondamentale avant de décider de l'emploi, de qui décide, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, etc., c'est d'être capable de faire. Et donc, avant tout, il nous faut des moyens, des matériels, une capacité à les faire fonctionner ensemble, une analyse commune des menaces, etc. Quand on aura construit ça, on verra si on emploie ça dans un cadre OTAN, dans un cadre UE, dans un cadre ad hoc.
en fonction des priorités du moment. Je l'ai dit, je pense que priorité sur les matériels, les hommes et puis la capacité à avoir de la masse. Les matériels, c'est les enablers. Il y a une réflexion qu'il faudrait avoir, et là, c'est vraiment les hommes de l'art qui savent mieux, mais vous avez un certain nombre de matériels, ça serait très bien d'en avoir, simplement, objectivement, ils ne sont pas disponibles, et si on les commande aujourd'hui, on ne les aura pas avant un certain nombre d'années. Donc, comment on fait? C'est quoi l'option alternative? Si j'ose dire, le bricolage qui vous donne une solution qui n'est pas aussi bonne que votre solution idéale, mais qui est quand même beaucoup mieux que rien. Et ça, c'est un vrai travail de réflexion des militaires. Je pense que l'amiral Vendier a dû un peu aussi évoquer ces sujets-là. Et les industriels, ouais. Les hommes, je l'ai dit, il y a un défi RH. C'est surtout un défi, si on regarde le moyen terme, hein, donc être capable de continuer de manière pérenne à attirer, voire à augmenter, dans certains cas, les volumes dans les différentes forces armées des alliés européens. Je dirais qu'à court terme, le besoin, c'est vraiment la capacité de les faire rapidement se déplacer et travailler ensemble. Parce qu'à vrai dire, si vous regardez les volumes nominaux des armées européennes, ils sont importants. Mais il faut que ces volumes sur le papier se traduisent par la capacité à déplacer rapidement des gens sur le théâtre européen en fonction des nécessités. Je dirais que ça, c'est vraiment le plus urgent, et c'est un travail assez largement conjoint entre OTAN, Union européenne et nations. Quand on a déplacé nos forces en Roumanie au lendemain de l'agression en Ukraine, on s'est rendu compte que c'était pas si facile de déplacer du monde de la France à la Roumanie. On se dirait que c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, et en fait ça a été pour toutes sortes de contraintes physiques mais aussi réglementaires. Et donc là, je pense que dans les éléments à vrai dire, de consensus sur le fait qu'il faut aller très vite, il faut lever tous ces obstacles pour qu'on puisse rapidement déplacer ce qu'on a. Merci beaucoup. La parole est à Jean-Louis Thiriot pour le groupe Droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'Ambassadeur, vous avez très clairement rappelé le rôle essentiel de l'OTAN, planification capacitaire, interopérabilité. Notre groupe veut insister, avant de vous poser quelques questions, sur 2 points. On s'épargnera les propos définitifs, moralisateurs et anxiogènes. Essayons de sauver ce qui peut l'être ou ce qui doit l'être de la relation transatlantique de sécurité collective. Mais évidemment, ça n'empêche pas de réfléchir. 2e point, dans la situation d'incertitude, vous avez employé le mot que nous connaissons. Nous trouvons irresponsable d'agiter la peur d'un partage de la décision nucléaire. À aucun moment, aucun ou dirigeants français n'ont parlé d'un partage de la décision. A été évoquée la définition des intérêts, de la dimension européenne des intérêts vitaux. Ça a été fait par le général de Gaulle dès 1964 dans une ordonnance déclassifiée aux armées dans laquelle l'Allemagne et le Benelux étaient mis en cause et ensuite rappelés par tous les présidents. Ceci, je pense que ça mérite vraiment de clore le débat. Cela posé, pour négocier dans les meilleures conditions, y compris avec nos alliés américains, il faut être capable d'avoir un plan B pour essayer de sauver le plan A. Le grand intérêt de l'OTAN, c'est ses états-majors, à peu près 15 000 hommes, et ses enablers, vous l'avez dit. Combien d'officiers européens faudrait-il pour avoir une capacité de substitution? Est-ce qu'on est capable de le faire? 2e question, pour les enablers, quel est le budget prévisionnel?
pour arriver à remplacer et dans quelle échéance? Troisième question, vous êtes en contact évidemment avec vos homologues allemands ou d'autres pays de l'Europe face à ces changements et face notamment au discours très fort du probable futur chancelier Merz. Quelle est la réception et est-ce que vous pensez que c'est un changement de fond? Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci, chers collègues. Monsieur l'ambassadeur. Merci. Merci beaucoup. Sur je crois que la définition que vous avez donnée, c'est-à-dire pas être moralisateur mais réfléchir, décrit très bien le moment et ce que doit être notre priorité. Il faut réfléchir à un plan B. Pour être franc, le simple fait d'avoir cette réflexion inquiète parfois certains de nos alliés qui ont peur qu'elle soit autoréalisatrice et qu'en donnant trop le sentiment aux Américains qu'on est prêt à réfléchir à ce qu'on ferait sans eux, on accélère un retrait qu'ils n'ont pas encore décidé. Et je pense qu'il faut l'entendre. Encore une fois, nous sommes dans la situation singulière que nous ne partageons qu'avec les Américains au sein de l'Alliance, de ne pas voir l'Alliance comme notre condition de survie. Pour les autres, c'est le cas. Et donc même quand parfois on est un peu agacé, peut-être, par une certaine prudence, je pense qu'il faut l'entendre. Après tout, si on parle de solidarité européenne, c'est aussi être capable de nous mettre un peu à leur place. Donc réfléchissons absolument à ce scénario, mais ne le présentons pas comme quelque chose d'inévitable ou de souhaitable, parce qu'à vrai dire, on ne sait pas si, comment, quand ça va se dérouler. Une des raisons pour lesquelles il y a un vertige de beaucoup d'alliés, c'est qu'on raisonne en termes de substitution. Et on se dit, si les Américains retirent leurs hommes et leur matériel, il va falloir remplacer un homme par un homme, un avion par un avion, une batterie antiaérienne par une batterie antiaérienne. On fait la liste de tout ça et là on se dit, c'est tellement colossal que c'est impossible et que donc on ne va pas le faire. Et sur ce chemin, à la fin, vous vous dites que finalement, vous allez plutôt mettre la pression sur M. Zelensky que sur M. Trump. Vous voyez. Et je pense que c'est important, sans du tout méconnaître l'ampleur du défi que ça poserait, de raisonner plutôt à partir de ce qu'on serait capable de faire par rapport aux besoins les plus urgents qu'on aurait. D'une certaine manière, une façon européenne de faire la guerre si on sort d'un schéma qui est un schéma très largement américain quand même. Je pense que nous sommes, vous connaissez ces questions mieux que moi en réalité, mais je pense que nous sommes assez bien placés avec notre histoire et notre culture militaire pour être ceux qui conçoivent une manière européenne de faire la guerre, qui préserve ce que l'OTAN nous apporte, qui est en fait notre langage commun, comme on a continué à parler latin après l'effondrement de l'Empire romain. Il faut préserver ce langage commun, c'est compliqué de le recréer autrement, il faut préserver les procédures, il faut préserver tout ce qui permet un peu cette interaction, cette fluidité et cette glu. Mais il faudrait, dans l'hypothèse que vous soulevez, faire autrement. Et donc probablement avec aussi moins de monde dans les états-majors. Je dois dire que nous sommes déjà un peu frappés par la tendance de l'OTAN à avoir des états-majors fort nombreux. Quand on regarde le nombre de gens qu'il y a au CPCO et ce qu'ils font de remarquable, et qu'on compare avec certains états-majors de l'OTAN, parfois on se dit qu'il y a un peu de marge, et d'ailleurs c'est un point que je fais très régulièrement au sein de l'Alliance. Et un petit peu la même chose sur les enablers. Donc, quand on fait cet aspect, les chiffres sont vraiment compliqués à manier, mais il y a des estimations que si l'Europe devait substituer à tout ce que les Américains
retirerait dans une hypothèse extrême, on serait à nettement plus de 5% de dépenses. Mais vraiment, je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça et raisonner à partir de qu'est-ce qu'on est capable de faire dans les délais les plus rapides, ce qui veut dire réfléchir à tout ce qui permet d'accélérer ces délais, et à partir de là, qu'est-ce qu'on en déduit comme stratégie militaire suffisante. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Et peut-être pour compléter votre propos, ne pas oublier aussi qu'est-ce que c'est que la menace russe aussi. Enfin, ce n'est pas non plus ces 143 000 millions de personnes, nous sommes 450 millions. Enfin, c'est aussi, il faut relativiser. On n'a peut-être pas besoin tout ce que avaient besoin les États-Unis, quoi. Si je peux, juste là-dessus, Monsieur le Président, ce point très juste. Un des éléments regrettables dans la situation actuelle, il y en a beaucoup, c'est que on donne à la Russie une importance qu'elle n'a pas en vérité. C'est pas particulièrement impressionnant que la Russie en soit là où elle en est au bout de 3 ans de guerre. Merci, Monsieur l'ambassadeur. La parole est à Catherine Hervieux pour le groupe écologiste et social. Oui, Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur, le lien transatlantique est perturbé par les positions et les déclarations des représentants politiques états-uniens au sujet des relations internationales et européennes. Les garanties de sécurité américaines sont remises en cause, en tout cas fortement interrogées. L'autonomie stratégique devient inévitable pour la sauvegarde du continent. Les États-Unis donc ne vont plus être le pourvoyeur principal de sécurité européenne. Nous allons devoir dépasser cette situation à court terme et à plus long terme. La solidarité au niveau européen pour l'autonomie stratégique de l'Europe doit s'organiser pour repenser et consolider sa sécurité, et la France y a un rôle majeur. La Pologne assure actuellement la présidence du Conseil de l'Union européenne et engage des orientations sur plusieurs volets de la défense. Le premier objectif porte sur le débat sur le financement de la défense dans l'Union et l'augmentation des dépenses pour maintenir la défense à un niveau adapté aux menaces hybrides. La montée en puissance des Européens dépend de financements publics et privés, du développement et du renforcement de l'innovation en matière de recherche et développement. Le deuxième objectif est de soutenir les infrastructures clés de défense et à double usage, telles que le bouclier oriental et la ligne de défense de la Baltique. Face à des incidents récurrents et plus récemment au sabotage de câbles et de gazoducs sous-marins, l'OTAN a renforcé sa présence en mer Baltique pour protéger les infrastructures stratégiques. Enfin, la Pologne avait annoncé le renforcement de la coopération avec l'OTAN et des pays non membres de l'Union européenne. D'où mes deux questions. Quels sont les scénarios les plus probables entre le renforcement du pilier européen de l'OTAN, la coordination de la coopération entre l'UE et l'OTAN et le développement d'une défense commune avec les pays européens volontaires? Sont-ils compatibles? Et ensuite, de manière générale, quelle est l'ambiance actuellement avec vos homologues dans ce contexte troublé? Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. L'ambiance est très particulière. Je suis probablement le seul ambassadeur de France dans l'histoire de l'OTAN qui reçoit régulièrement ses collègues qui viennent chercher du réconfort. Sur les 3 pistes que vous esquissez, je pense qu'elles sont non seulement compatibles, mais que ça ne marchera que si on a les 3. Je le disais, il n'y a pas de réponse au défi de l'autonomie stratégique qui soit exclusivement à l'OTAN, qui soit exclusivement à l'Union européenne. L'une et l'autre dépendent de la capacité des nations à faire le job, si j'ose dire, avant tout. Donc, renforcement des efforts nationaux. Et là, il faut raisonner bien au-delà des affaires de pourcentage ou de dépenses de défense. Il faut voir qu'est-ce que nous donnent ces pourcentages dans la capacité concrète à faire la guerre, en fait. C'est ce qui change un peu la donne. Donc, il y a un vrai travail opérationnel que chaque nation doit faire. Et il y a cette dynamique intéressante entre les pays désireux et capables de faire plus,
Et vous voyez plusieurs dynamiques de coordination renforcée. Il se passe des choses intéressantes entre les Nordiques. Il y a toute une histoire de coopération des Nordiques, mais elle se renforce. Maintenant, les pays nordiques sont politiquement alignés. Il y a encore pas longtemps, ils avaient des options stratégiques assez différentes entre ceux qui étaient neutres, ceux qui étaient dans l'OTAN, pas dans l'UE, etc. Là, ils sont beaucoup plus alignés. Et ils renforcent non seulement leurs budgets nationaux, mais aussi leur coopération. Ils la renforcent aussi avec les Baltiques. Donc vous avez ce format nordique-baltique, 8 pays. Tout ça, dans pas très longtemps, va vous donner des ensembles vraiment intéressants. Au point d'ailleurs que quand on réfléchit aux grands partenaires, assez naturellement, on prend les gros par la taille. Et vous voyez que ce format dit E5 se réunit beaucoup. Mais par exemple, c'est les Nordiques, il faut presque les considérer sur le plan militaire comme une entité. Et là, ils pèsent beaucoup. Donc je pense que intensification du travail dans chaque pays, net renforcement des coopérations entre les pays qui sont capables de faire plus. Et là, vous aurez des formats qui se recouperont un petit peu. Je ne veux pas en faire trop là-dessus, parce que c'est un peu une pathologie des diplomates d'être fascinés par les formats. Mais il est vrai que une des choses intéressantes dans cette crise-là qu'on vit depuis quelques mois, c'est que vous avez des formats qui sont presque spontanés. Presque spontanément se mettent autour de la table les pays qui sont prêts à dépenser plus et à prendre plus de risques. Et donc vous avez le 5, vous avez un format plus large qui est en gros celui des réunions qu'il y a eu à Paris et à Londres récemment. Vous avez des dynamiques régionales. Et quand on aura ça, ça produira des effets à l'Union européenne, ça produira des effets à l'OTAN, parce qu'on pourra agir beaucoup plus ensemble. Donc ces trois dynamiques-là, entre affinitaire, à l'UE et à l'OTAN, pour moi, elles s'épaulent complètement. Vous avez au sein de ça quelques relations vraiment clés. La relation historique que nous avons avec les Britanniques. Et vous voyez comment le président de la République, le Premier ministre britannique sont très à la manœuvre en ce moment sur la question ukrainienne, mais ça va aller bien au-delà de ça. Et on aura un sommet bilatéral important au mois de juin. La dynamique franco-allemande, évidemment, elle aussi historique et très importante, mais qui a maintenant un potentiel nouveau, à mon avis, sur ces questions d'autonomie stratégique du fait des orientations de M. Merz. La dynamique franco-polonaise. La Pologne investit énormément, est déjà un acteur très important de la défense européenne, le sera encore plus dans quelques années, parce qu'ils vont continuer à se renforcer. Et nous avons, je pense, là je parle un peu aussi avec mon ancienne casquette quand je travaillais sur les affaires européennes, un travail à faire pour densifier beaucoup la relation franco-polonaise, qui a connu des hauts et des bas. Et donc là, on est plutôt dans une phase de haut sur un plan politique, mais il faut qu'en dessous, toutes les infrastructures, si j'ose dire, politico-militaires des deux pays se connectent bien davantage. Et puis, vous l'avez dit, Monsieur le Président, j'étais ambassadeur en Suède, donc je crois aussi que nous avons pas mal à faire avec les Nordiques. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Le format E5, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pologne et Italie, hein, c'est bien ça. Merci bien. La parole est à Josie Pouetto pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je vais juste dire en préalable, et c'est vrai que ça a été un débat que nous avons pu avoir. Moi, je regrette aujourd'hui que votre audition ne se fasse pas en huis clos. Je trouve qu'on se prive là de votre de votre expérience, de votre témoignage et d'échanges. Voilà. Donc je sens qu'il y a un frein et croyez-moi, je le regrette. Peut-être que ça pourra se rattraper par ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous revenons avec quelques collègues, notamment de Roumanie, où nous avons rencontré les forces de l'OTAN. Donc on a pu, alors on ne va pas rentrer aujourd'hui dans un compte-rendu puisque il va y en avoir un qui sera fait, mais c'est vrai qu'on a rencontré
des militaires, ouais, très engagés. Voilà, j'ai envie de dire, c'est même, alors je ne sais pas, il y a Laure, il y a, voilà, vous étiez, on était, Catherine, on a pu effectivement voir combien, ces hommes étaient, voilà. On est entre de bonnes mains, appliqués, enfin voilà. Mais franchement, quoi, on espère juste qu'ils n'auront pas à agir. Voilà, ça c'était ce que je voulais dire. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais j'ai pris 1 minute 16 ou 17, mais je tenais à dire ces deux propos et dire combien effectivement notre déplacement en Roumanie a été. Il y a Alexandre aussi, parti. Voilà, donc bref, tout s'est bien passé. Et un salut à Aurélien Rousseau et à l'ambassadeur aussi que nous avons rencontré là-bas. Donc maintenant, là, monsieur l'ambassadeur, c'est vrai que je vais reprendre un peu le fil, disons, de l'intervention, même si beaucoup de choses ont déjà été dites. Mais voilà, il y a longtemps que nous parlons de défense européenne ou de vulnérabilité, de l'Europe en termes de souveraineté stratégique. Au nom du groupe démocrate qui porte l'Europe dans son ADN, je ne peux qu'insister une nouvelle fois. Les intérêts de la France se retrouvent dans les intérêts de l'Europe, en particulier dans les sujets de la défense, parce que nos modèles d'armée ne peuvent répondre à des enjeux de masse qu'à travers des alliances. Je constate que ce sont les États-Unis qui poussent l'Europe à s'autonomiser. Je ne sais pas à ce stade s'il faut en remercier Donald Trump ou pas. Je sais en revanche qu'il est possible d'apporter une critique à l'Europe. Voilà en effet des décennies que les Américains nous invitent régulièrement à participer davantage au pot commun du budget de l'OTAN. Mais les Européens, pour de multiples raisons, ont choisi de rester des consommateurs de sécurité auprès des États-Unis. Si l'on en croit l'excellent rapport de 2023 des collègues Larsonneur et Thériault, il manquait ainsi en 2022 76 milliards d'euros d'investissements cumulés par les États membres en faveur de leur défense pour atteindre l'objectif collectif des 2% du PIB. Pour autant, les commandes des pays européens représentent la grande majorité des ventes conclues en 2023 par les États-Unis pour un montant total de 80 milliards de dollars. Votre question, un vrai record. Cher collègue. Oui, je vais y arriver. En vérité, nous ne découvrons pas que l'Europe dépend non seulement du parapluie des États-Unis, mais aussi du matériel américain qui est acheté et utilisé par un certain nombre d'États membres de l'UE. La hausse sensible des dépenses militaires en Europe depuis 3 ans, je sais que ça n'a pas plu au début, n'a que faiblement profité à la BITD. Le groupe, de votre côté, monsieur l'ambassadeur, avez-vous une idée, là voilà, du total actualisé de ces matériels présents sur le sol européen? Disposez-vous d'évaluation de ce que pourrait représenter le marché européen de la défense pour les États-Unis? Merci, madame la députée. Merci pour votre question. L'intervention du début me paraissait importante. Oui. Oui, c'était un point important. Effectivement, le huis clos a été un débat au sein de notre bureau. Nous étions un certain nombre à défendre cette possibilité de continuer à faire du huis clos, parce que comme on le ressent à travers vos propos, parfois c'est intéressant pour les personnes auditionnées de pouvoir avoir un rapport, on va dire, dans un espace beaucoup plus confidentiel. Certains membres du bureau, donc, dont je tairai les noms, mais ceux qui souhaitent pourront se renseigner, qui ne voulaient pas qu'il y ait plus de huis clos, et donc, ou le moins possible, et donc du coup c'est ce qui fait que vous êtes auditionné sans le huis clos. Mais vous avez entièrement raison, chers collègues, c'est un véritable sujet, et je pense personnellement que le huis clos doit être préservé pour nos travaux, à sa juste mesure, bien sûr. Merci beaucoup, et je vous laisse. Je m'autorise, Monsieur le Président, une seconde à dire que ce sujet du huis clos, et je rejoins totalement ce que dit ma collègue Pouilletto, c'est vraiment quelque chose auquel il faut revenir pour un certain nombre d'auditions, parce que sinon on sera dans la posture et pas dans le fond. Tout à fait. Merci, Monsieur l'ambassadeur. La parole est à vous. Je suis naturellement à la disposition de la représentation nationale dans quelque format que ce soit. Et je suis un peu navré si mes propos semblent convenus, mais comme ils ont aussi été qualifiés d'hallucinants à un moment donné, j'avais l'impression que j'arrivais quand même à faire passer un certain nombre de messages. Je crois que votre question, si j'ai bien compris, c'est celle du coût
de la prise en charge de ce que les Américains, enfin de l'évaluation du coût de ce que les Américains mettent en Europe et qu'il faudrait compenser. Ça. Ouais. Ouais. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas complètement évident à évaluer, et si on raisonne comme ça, c'est considérable. Et c'est pour ça que je disais, en réponse à M. Thiriot, qu'il vaut mieux, à mon avis, réfléchir non pas à ce monde idéal, je ne sais même pas d'ailleurs s'il serait idéal, dans lequel l'Europe serait capable de remplacer trait pour trait tout ce que les Américains mettent sur le théâtre, mais de réfléchir à la manière dont nous pourrions, de manière rapide, crédible, réaliste, avec des moyens supplémentaires, évidemment, on n'échappera pas à ça, assurer une défense suffisante. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. La parole est à Didier Lemaire pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur. Puisque la discipline n'est pas un gros mot, je vais tenter de rester sur le temps imparti pour ma question et aller à l'essentiel. Depuis quelques jours, les pays européens membres de l'OTAN sont confrontés à un changement radical de leur architecture de défense. Beaucoup comptaient sur l'engagement américain à protéger ces derniers d'une attaque au titre de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Or, aujourd'hui, ce parapluie américain n'est plus garanti. Pour la France, ce changement nous surprend peut-être moins que d'autres. Depuis 2017, la France, par la voix du Président de la République, appelle à renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe et la souveraineté industrielle du continent en matière de défense. C'est avec le Président de la République que nous avons fait adopter en 2023 une loi de programmation militaire qui a grandement contribué à la montée en puissance de nos armées. Force est de constater que nous avions raison sur ce point, et raison parfois à rebours de nos partenaires européens, prompts à asseoir leur économie sur les dividendes de la paix. Alors, dès la revue stratégique de 2022, nous parlions d'une position d'équilibre entre notre rôle de mon élève au sein de l'OTAN et la nécessaire émergence d'une défense européenne. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un équilibre, mais une véritable bascule qu'il faut opérer en faveur de l'Europe et de la défense. Dans cette logique de bascule en faveur d'une défense européenne, je voudrais vous demander, Monsieur l'ambassadeur, comment la France agit au sein de l'OTAN pour créer un pilier européen capable d'influencer la marche de l'Alliance. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur l'ambassadeur, la parole est à vous. Merci beaucoup. C'est une question qui se pose d'une manière complètement nouvelle depuis quelques semaines. Jusqu'à il y a quelques semaines, notre position à l'OTAN, elle était, ça a été dit, singulière, reconnue comme un des principaux partenaires, gros contributeur de sécurité, mais régulièrement, j'ai eu l'occasion de le faire déjà plusieurs fois en 6 mois, en décalage par rapport à la tendance dominante, souvent sur le plan politique, à amener l'organisation sur tout un tas de terrains qui ne nous conviennent pas. On n'était pas, comme on l'est à l'Union européenne, dans le barycentre, dans le cœur des équilibres politiques. Et spontanément, les gens ne regardent pas la France à l'OTAN pour lui dire « qu'est-ce que vous proposez ?» Ce qui arrive tous les jours à l'Union européenne. Là, depuis quelques semaines, la donne est un peu différente. Il y a réellement un appétit pour beaucoup plus de concertation européenne au sein de l'OTAN. C'est très net. C'est assez nouveau. Jusqu'alors, le fonctionnement était un peu en roue de vélo, c'est-à-dire qu'il y a une tendance à l'OTAN de chacun à parler aux États-Unis et plus qu'à n'importe quel autre partenaire. Là, pour l'instant, on est dans une ambiance un peu différente. La France a eu raison, je crois que c'est vrai. C'est d'ailleurs dans un certain nombre d'articles. Il faut qu'on en soit conscient, et je pense qu'il ne faut pas trop qu'on le dise, parce que, comme dans nos vies privées, quand un ami est dans la difficulté, il n'a pas besoin trop d'entendre qu'on lui avait prédit ça et qu'en fait, il aurait dû nous écouter.
Ils attendent de nous des solutions, ou en tout cas des pistes. De ce point de vue, je dois dire que les efforts du président auprès de Donald Trump, de Zelensky, des Européens, le travail qu'il a fait notamment avec le Premier ministre britannique, tout ça nous vaut en ce moment un crédit considérable. Considérable. On apprécie on reconnaît d'autant plus que finalement la France avait eu raison, qu'elle essaye de faire tout ce qu'elle peut là pour limiter les dégâts. On n'est pas du tout dans la posture où on dit, sorte comme on dit en allemand de Schadenfreude, où on dit, où presque on se réjouirait de ces développements parce qu'ils démontreraient que, vous voyez, non, le moment est grave, il faut le traiter comme un moment grave, il faut complètement assumer de faire tout ce qu'on peut pour limiter ces dégâts, et ça nous vaut beaucoup d'influence, je pense. Et alors, il va falloir transformer cet essai-là pour que ça se consolide à l'OTAN. En dehors de l'OTAN, c'est déjà, je trouve, presque le cas. Je pense que ces différents groupes qui se réunissent, ça amorce une dynamique qui va se poursuivre. Il y a manifestement une dynamique intéressante à l'Union européenne. Et il faut que cette dynamique est plus fragile à l'OTAN, parce que c'est un endroit où elle a plus de mal à se développer par construction. Il faut absolument qu'on la consolide dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Je pense que ça va passer surtout par de l'informel et par s'assurer que nous sommes bien alignés à l'OTAN avec les positions nationales exprimées par nos leaders dans leurs contacts ou à l'Union européenne. Ça semble presque élémentaire, mais il y a souvent un phénomène un peu de bulle où à l'OTAN, on ne parle pas exactement de la même manière qu'ailleurs. Et donc nous aussi, c'est d'ailleurs une des vertus de notre système qui est quand même, je pense, sur ce plan assez bien organisé, assez bien intégré sur le plan politico-militaire, interministériel, la circulation de l'information avec Paris, etc. Mais en tout cas, moi, je vais m'employer à ça dans les prochains mois, à ce qu'on ait de plus en plus de concertation, coopération, coordination, unité européenne, au moins entre les pays désireux et capables. Merci. La parole est à David Habib pour le groupe Liberté Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur. Avant d'intervenir sur ces questions, moi je fais régulièrement ce rappel. L'agresseur, c'est Poutine, c'est pas Trump. Trump, c'est celui qui nous déçoit, c'est celui qui nous déstabilise, c'est celui qui nous trahit. Mais l'agresseur, c'est Poutine. Je le dis parce qu'un certain nombre de formations politiques, je regarde mon ami Jean-Louis Thériault, tu vas voir, se profitent de cette situation pour remettre en cause le lien historique qui est le nôtre avec les États-Unis. Moi, je présidais la séance, c'est pour ça que j'ai dit tu vas voir, parce que tu n'es pas concerné. Je présidais la séance où la France a renoncé à vendre les frégates à la Russie. Et je me souviens des interventions qu'il y avait dans l'hémicycle, notamment du groupe LR à l'époque, qui étaient délirantes, je le dis. Et nous avons à être extrêmement attentifs à ce qu'on n'oublie pas que l'agresseur, l'ennemi, j'utilise volontairement ce terme, c'est Poutine. Et François Hollande a eu raison de rappeler qu'on ne parlera ou on ne doit parler à Poutine que lorsque Zelensky l'aura fait. Le lien de solidarité avec les Ukrainiens, ça passe aussi par ça. Alors, comme j'ai déjà mangé 1 minute 28, je voudrais, et je ne veux pas faire ce que Josy Poueyto a fait, je voudrais que vous nous disiez où nous en sommes en termes d'acceptabilité. Parce qu'acceptabilité à l'effort, acceptabilité à l'engagement, c'est la volonté des peuples. Ce n'est pas le désir des gouvernants. Et moi, je voudrais savoir, on l'a vu dans un sondage récent sur l'état de l'opinion française, je voudrais que vous puissiez nous indiquer ce qui est aujourd'hui le niveau d'acceptabilité à l'intérieur de l'OTAN et qui permettrait éventuellement aux gouvernants de prendre des décisions courageuses
et innovante. Merci, chers collègues. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Alors c'est pas à moi certainement de faire des analyses trop politiques. J'ai quand même le sentiment que comme on est dans une situation très fluide et de crise, c'est un moment où le dialogue entre les gouvernants et les opinions peut aussi faire évoluer les opinions, qui probablement n'ont pas forcément envie de faire des sacrifices, mais sont aussi conscientes qu'on est dans un moment dangereux. Donc voilà, c'est un moment, je pense, où les opinions sont assez malléables, probablement, et ont besoin qu'on fasse beaucoup de pédagogie sur ce qui se passe, et puis ensuite elles en tirent les conclusions qu'elles veulent. Et d'une certaine manière, vos efforts, Monsieur le Président, je pense, contribuent aussi à ça, à éclairer l'opinion. Ça étant dit, en termes d'acceptabilité, je dirais que je reviens un peu aussi à la logique désireux et capable, parce que les pays qui s'engagent le plus loin sont ceux dont les gouvernements estiment que leurs opinions sont prêtes à ça, je suppose. En gros, la plupart des pays qui ont une frontière avec la Russie ou qui sont vraiment près de la Russie sont manifestement déterminés à dépenser beaucoup, longtemps, pour leur défense, et puis à organiser non seulement leur défense, mais leur société, pour faire face aux défis militaires, mais aussi aux défis hybrides, et à la désinformation, etc. Quand vous éloignez, je pense que de la frontière, le paysage, disons, socio-politique devient souvent plus nuancé. Vous avez des pays qui sont un peu équilibrés, qui d'ailleurs pivotent. La Slovaquie est passée, à la faveur des dernières élections, d'une ligne très pro-ukrainienne à une ligne beaucoup moins pro-ukrainienne. Et je dirais que voilà, vous avez quand même cette logique à la fois géographique et historique, parce que la plupart de ces pays ont des mauvais souvenirs sur le plan historique de la Russie, avec quelques exceptions. Je dirais la France et le Royaume-Uni, du fait de notre statut de puissance globale, dotée, notre culture stratégique, etc. Et j'ajoute les Pays-Bas, de manière assez intéressante, que je ne m'explique pas complètement, mais dans laquelle je pense le drame de l'avion abattu en Ukraine il y a quelques années a joué un rôle important dans l'opinion. Il y a sûrement aussi d'autres facteurs. Ça ne veut pas dire qu'en dehors de ces pays-là, les opinions n'aient pas conscience des dangers. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps aussi pour voir. Finalement, il y a un tel rythme, là, côté américain, qu'on en oublie que l'administration est en fonction seulement depuis 6 semaines. Donc il faut voir si ça provoque des évolutions des opinions dans un sens ou dans un autre. Mais je trouve, et j'y reviens parce que je pense que c'est vraiment un des faits majeurs de ces derniers jours, il se passe quelque chose de très intéressant en Allemagne. Merci. La parole est à Édouard Bénard pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur. Je me réjouis de votre audition de ce jour devant notre commission et des éclairages que vous nous apportez quant à l'expertise. Et je suis là, voilà. Et à la parole de la représentation permanente de la France auprès de l'OTAN, tant en termes de représentation diplomatique, de coordination militaire et politique, et de suivi de l'engagement français en les missions de maintien de la paix et exercices militaires menés sous l'égide de l'Alliance. Alors, le sujet est l'actualisation de notre revue stratégique, et il ne saurait s'extraire d'un contexte largement évoqué et dont a bien fait état le président de la Commission en préambule. Alors, l'équilibre géopolitique mondial
a connu de multiples bouleversements ces dernières années en Afrique de l'Ouest, excusez-moi, au Soudan, en République démocratique du Congo, le conflit israélo-palestinien et bien sûr la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les peuples et gouvernements européens. Chaque heure de ces derniers jours nous apporte son lot d'inquiétudes, d'incertitudes, dit le président de la République lui-même, quant à notre niveau de mobilisation aux portes de l'Europe et quant à l'engagement de Washington. Alors, au regard de la posture américaine sur l'invasion russe en Ukraine, sortir à minima du commandement intégré de l'OTAN que nous, les communistes, avons toujours considéré comme un outil de l'impérialisme atlantiste est non seulement une nécessité historique, mais une urgence politique. Alors, notre revue stratégique ne saurait en faire l'impasse, y compris dans une logique européenne, pour vraiment changer de cap, et personne n'en a parlé, cela m'étonne, construire de nouvelles coopérations avec le Sud global, ce à quoi l'organisation transatlantique est un frein. Alors, ni allégeance ni alignement, mais dialogue et diplomatie sont les deux lignes qui doivent guider tout accord de défense. Et sous cette égide, ma seule question sera sur votre appréciation de l'opportunité enfin d'ouvrir une nouvelle ère de relations pour la France et l'Europe avec les BRICS dans le cadre précis de l'actualisation de notre revue stratégique nationale. Je vous remercie. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, monsieur le député. Je l'ai dit, à ce jour, je crois que notre politique se résume assez bien avec cette notion de allié non aligné, et allié ayant une densité particulière depuis la guerre depuis l'agression de 2022 en Ukraine, parce qu'elle a ramené l'alliance à ses fondamentaux qui sont de préparer la guerre avec la Russie pour éviter qu'elle n'ait lieu. Maintenant, ça ne veut pas dire que notre diplomatie se limite à ça. Il y a un Sud global, même si je crois qu'on n'aime pas beaucoup cette terminologie. Et nous avons des relations avec un certain nombre de ces pays, les BRICS et d'autres. Et pour être franc, c'est vraiment pas du tout dans mes attributions actuelles de travailler là-dessus, mais quelque chose qui me frappe. Je suis persuadé que notre relation avec les BRICS dépendra en très grande partie, et avec le Sud global, dépendra en très grande partie de la manière dont se termine la guerre en Ukraine. Même s'ils ont une lecture de ce conflit différente de la nôtre, ils vont regarder de très près la manière dont nous, alliés, mais aussi européens, nous comportons, défendons nos intérêts, sommes capables de les défendre ou pas dans cette affaire. Mais voilà, vu de ma fenêtre, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce sujet-là qui relève plutôt d'autres collègues. Merci. La parole est à Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Si ça marche. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, permettez-moi de m'associer, ainsi que tout le groupe UDR, aux propos tenus par mes deux collègues tout à l'heure sur le huis clos. Je pense que compte tenu du contexte géopolitique tout à fait nouveau ce matin, il aurait été peut-être préférable de pouvoir faire ce huis clos, évidemment à condition que chacune et chacun le respecte. Merci, Monsieur l'ambassadeur, en tout cas pour votre présence. Nous vivons un moment de refondation de l'ordre géopolitique mondial. Les fondements de l'architecture de sécurité européenne sont bouleversés. Historiquement, l'Alliance avait été créée pour contenir l'expansion de l'URSS. Lors de l'invasion de l'Ukraine, la mobilisation transatlantique laissait penser que l'Alliance demeurait solide. Avec l'adhésion de la Suède, pays que vous connaissez bien, puis de la Finlande, certains ont même parlé de résurrection de l'Alliance. Cependant, l'arrivée d'une nouvelle administration à Washington marque une rupture. Jusque-là, les USA avaient fourni l'équivalent de 120 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Or, hier, Donald Trump a annoncé la suspension de cette aide. Il s'agit là, bien évidemment, d'un cataclysme. En effet, malgré les relents expansionnistes russes, c'est la Chine qui, demain, sera le grand rival de l'Occident. C'est la Chine qui préoccupe les esprits de l'état-major américain. C'est parce que les Américains veulent s'émanciper de leur dépendance aux raffineries de terres rares chinoises que Donald Trump souhaite exploiter les minerais ukrainiens.
Dans cette grande opposition qui s'annonce, l'Alliance atlantique n'a jamais été aussi cruciale, pour les Occidentaux en général et pour les Français en particulier. Avec nos territoires d'outre-mer, notre espace maritime immense et nos forces armées en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, nous avons incontestablement des intérêts vitaux dans le Pacifique. Il serait hasardeux d'affirmer que nous avons des intérêts vitaux similaires à l'est du continent européen. La France occupe une position unique au sein de l'Alliance. Hormis les États-Unis, elle est la seule puissance nucléaire entièrement autonome. Malgré cela, le président Macron appelle à la constitution d'un pilier européen au sein de l'OTAN. Ma question est la suivante, monsieur l'ambassadeur. Face à l'émergence de l'hyperpuissance chinoise, n'est-il pas grand temps de constituer un véritable pilier français au sein de l'OTAN qui pourrait pérenniser cette alliance de concert avec nos alliés américains? Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, monsieur le député. Donc, vous introduisez la Chine dans le débat et c'est en effet un point majeur de ce qui se passe en ce moment dans la relation transatlantique, puisque c'est la focalisation sur la Chine qui conduit les Américains à dire aux Européens qu'ils doivent s'occuper eux-mêmes de leur sécurité, voire de la Russie. Notre politique, c'est de concentrer l'OTAN sur son cœur de métier, que j'ai décrit au début de mon intervention. Et de ce point de vue-là, je dois dire que l'OTAN aujourd'hui est plus forte qu'il y a 3 ans. Aucun doute. Le travail qui a été fait depuis 3 ans de redéfinition des plans, de définition des cibles capacitaires, le développement des exercices, etc., ça fait que nous sommes aujourd'hui plus forts qu'il y a 3 ans. Et c'est quelque chose qui ne va pas disparaître. Quelles que soient les évolutions, c'est une expérience, c'est un capital acquis et qu'il va falloir essayer de préserver et de renforcer dans tous les scénarios. Notre politique n'est pas que l'OTAN se déploie dans l'Indo-Pacifique ou change d'objet et substitue la Chine à la Russie comme sa première priorité. C'est d'ailleurs pas conforme à son mandat, c'est pas conforme à la définition de son périmètre qui est dans le traité, et nous estimons que c'est pas conforme à nos intérêts. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir à l'OTAN des discussions sur certains aspects de la politique chinoise quand ils concernent le théâtre euro-atlantique. Ou le soutien, par exemple, que la Chine peut apporter à la Russie dans la guerre en Ukraine. Donc, sous cet angle-là, si la Chine s'invite dans l'espace euro-atlantique, il n'y a pas de difficulté à en parler à l'OTAN, mais ce n'est pas, nous semble-t-il, l'objectif de l'OTAN que d'organiser la réponse collective de l'Occident à la menace chinoise. J'observe d'ailleurs que que l'administration américaine n'a pas l'air particulièrement intéressée, toute focalisée qu'elle est sur la Chine, elle n'a pas l'air particulièrement intéressée, pour l'instant en tout cas, à utiliser l'OTAN pour ça. Elle voit plutôt une division du travail où on s'occupe de nos affaires dans notre géographie et eux s'occupent des leurs dans la géographie indo-pacifique, si je caricature un petit peu. Tout ça ne veut pas dire que nous, Européens, n'avons pas un certain nombre de sujets chinois. Et là encore, de la même manière que nous ne devrions pas avoir besoin de Trump pour estimer que nous devons renforcer notre défense, nous n'avons pas non plus besoin des États-Unis pour avoir un certain nombre de défis avec la Chine qu'il nous faut relever. Quand est-ce qu'on est dans la coopération? Quand est-ce qu'on est dans la rivalité? Comment on gère ces équilibres-là? Pour nous, c'est un énorme sujet devant nous, Européens. Nous sommes d'ailleurs très actifs et leaders sur cette question, mais pas à l'OTAN. À l'Union européenne, beaucoup, où nous avons beaucoup poussé nos partenaires depuis des années à avoir une stratégie indo-pacifique, et puis aussi dans les relations bilatérales qu'on peut avoir avec un certain nombre de pays européens. Nous voulons que les Européens définissent leurs intérêts, et par conséquent leurs lignes rouges et leur stratégie vis-à-vis de la Chine, mais pour leur propre compte. Merci, monsieur l'ambassadeur. Mes chers collègues, nous avons encore 6 questions individuelles. Donc, je vous propose de faire 2 salves de 3. Et nous commençons par la première avec une question pour 1 minute de Catherine Rimbert. Merci, monsieur le président, monsieur l'ambassadeur.
L'actualisation de la revue nationale stratégique 2022 s'inscrit dans un contexte où l'Europe cherche à se doter d'une véritable capacité de défense. Mais parler de stratégie européenne de défense sans interopérabilité des armées européennes, c'est entretenir une illusion. Sans convergence des équipements, des doctrines et des chaînes de commandement, toute ambition stratégique commune reste vaine. Le conflit en Ukraine a révélé notre dépendance aux États-Unis, non seulement pour le renseignement, mais aussi pour les équipements militaires. Et mon collègue Julien Limongi l'a rappelé, les armées européennes achètent massivement du matériel américain comme le F-35, rendant toute mutualisation capacitaire impossible. Alors comment bâtir une Europe de la défense que certains souhaitent si chaque pays continue de privilégier des achats hors d'Europe? Par conséquent, Monsieur l'ambassadeur, quel pays, selon vous, serait prêt à acheter du matériel européen en lieu et place du matériel américain pour répondre de manière plus efficace à cette volonté d'interopérabilité? Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. Merci. La parole est à Arnaud Saint-Martin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, je souhaite vous interroger sur la vocation et l'avenir du Centre d'excellence spatiale de l'OTAN, niché à Toulouse, et dont l'objectif affiché est de renforcer notre autonomie stratégique, en particulier dans les capacités de veille stratégique, d'appui aux opérations et de surveillance du trafic orbital. Ce centre a été pensé dans une logique de collaboration avec l'Alliance otanienne, et donc avec les États-Unis, dont la politique consiste notamment à monnayer leur protection militaire en échange d'une augmentation des budgets nationaux de défense, donc d'un achat de matériel made in USA ou sous contrainte ITAR. Or, le contexte actuel, hanté par les velléités hégémoniques de l'Amérique de Donald Trump et son porte-flingue astrofasciste Elon Musk, ne devrait-il pas nous amener à remettre en question un tel projet afin de consolider notre souveraineté depuis notre territoire? Oui, c'est un concept que je développe. Son ouverture au Pentagone et sa Space Force ne risque-t-elle pas d'en faire un nouveau cheval de Troie contribuant à notre vassalisation? Ne serait-il pas plus pertinent de mettre l'accent sur une coopération intergouvernementale sous conditions et focalisée, en faisant de ce centre encore dans les limbes un outil d'interopérabilité et de collaboration restreint aux seuls pays européens intéressables, hors périmètre otanien le cas échéant, avec d'éventuels partenaires du Sud global? Et je termine. En d'autres termes, à Toulouse comme ailleurs, ne serait-il pas le temps de dégager les Américains avant qu'ils ne nous dégagent d'eux-mêmes? Merci. La parole est à Damien Girard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, l'Alliance Atlantique était jusqu'à aujourd'hui le fondement de la sécurité collective européenne, parfois malgré les avertissements de la France sur la nécessité de l'autonomie stratégique de notre continent. Le durcissement des relations internationales et les orientations connues du président américain en matière de défense remettent en cause la crédibilité de cette sécurité. C'est tout l'objet de nos discussions ce matin. Malgré ces défauts, l'OTAN a contribué à constituer un outil précieux en matière opérationnelle. La France y contribue, notamment depuis sa réintégration à son commandement intégré. L'OTAN est aujourd'hui le cadre où les soldats européens se rencontrent et s'entraînent. L'OTAN est aussi un outil important en matière d'harmonisation du matériel. Pourtant, les États-Unis semblent vouloir se mettre en retrait de leur rôle sécuritaire en Europe. Cela interroge le futur de l'OTAN. Ma question est simple. Quelle base d'interopérabilité l'OTAN offre pour une montée en puissance de la défense de l'Europe qui irait à terme vers une Europe de la défense? Qu'est-ce qui est transposable rapidement? Que faut-il encore construire à l'échelle européenne? Je vous remercie. Merci. Monsieur l'ambassadeur, la parole est à vous. Merci beaucoup, merci pour ces trois questions qui montrent qu'on s'interroge à la fois sur les risques d'un retrait et puis les risques d'une domination. Donc c'est une des singularités du moment qu'on vit, qu'on puisse avoir simultanément ces deux questions contradictoires. Sur votre question, Madame la députée, qui est en fait sur la préférence européenne, on va voir. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Les décisions, d'abord, tout le monde va dépenser plus dans la défense. Je pense que maintenant, c'est acquis. Avec des variations selon les pays, mais je pense qu'il y a une prise de conscience, on parlait de basculement, qu'il va falloir faire plus. Pour ce qui sera peut-être décidé au niveau européen, je l'ai dit dès le début, nous nous battrons
très fortement pour que l'argent européen aille au programme européen. Je dois dire qu'avant d'avoir un problème d'interopérabilité transatlantique, nous avons aussi des problèmes d'interopérabilité interne à l'Europe, parce que non seulement nous n'avons pas suffisamment de production en Europe, mais ce qu'on produit est souvent très différent et pas interopérable. Donc on a aussi un travail à faire chez nous, et là le volet européen peut contribuer à réduire peut-être le nombre de systèmes d'armes et à assurer leur bonne compatibilité. Et là ça fait un beau travail d'ailleurs entre l'Union européenne et l'OTAN sur le plan des standards. Mais donc, argent européen, préférence européenne. Argent national, les nations resteront libres de faire les choix qu'elles souhaitent. Il est incontestable que historiquement, beaucoup de pays ont choisi d'acheter américain pour des raisons techniques et politiques. Et maintenant, chacun va devoir se poser les questions de savoir jusqu'où ils souhaitent continuer, réduire, diversifier un peu leur portefeuille, si j'ose dire, ou pas. Les Pays-Bas, récemment, ont signé avec Naval Group un contrat considérable pour des sous-marins, tout en étant, par ailleurs, continuant à acheter aussi beaucoup aux Américains. Donc, je pense qu'on ne va pas avoir, pour le coup, un basculement complet de pays habitués à acheter américain, où ils vont se mettre à acheter 100% européen, mais je pense que vous allez avoir une diversification. Si on est dans un contexte où le volume global s'accroît, et que dans ce volume global, on fait sortir l'industrie européenne de la marginalité pour qu'elle devienne vraiment un élément important des capacités des Européens, je pense que ça sera déjà un très bon premier pas. Sur le... Sur le spatial, à vrai dire, c'est un assez bon exemple d'influence française à l'OTAN. Il y a une stratégie spatiale française, il y a une stratégie spatiale de l'OTAN. Elles se ressemblent et ce n'est pas le fruit du hasard. Nous sommes une puissance spatiale reconnue, il n'y en a pas tant. Et donc, nous avons travaillé à ce que la stratégie spatiale de l'OTAN respecte nos lignes rouges, nos prérogatives nationales, mais favorise ce que nous souhaitons, c'est-à-dire une prise de conscience beaucoup plus forte de l'importance du spatial dans notre défense sur le plan européen. L'OTAN peut aussi être un forum où nous arrivons à pousser notre vision des choses. Même sur le plan nucléaire, je le mentionne au passage. Nous ne sommes pas dans le groupe des plans nucléaires, mais moi je parle régulièrement pour expliquer notre doctrine et pour défendre nos positions. Et là aussi, ceux parmi vous qui s'intéressent à cette question verront qu'il n'y a eu aucun allié de l'OTAN pour la première fois observateur à la dernière réunion des États parties au traité d'interdiction des armes nucléaires. Et je pense que notre action, y compris à l'OTAN, n'est pas tout à fait étrangère à ça. Et donc nous souhaitons investir l'OTAN comme un lieu où nous propageons notre vision des intérêts européens dans l'espace. Et vous savez bien à quel point dans ce domaine-là, nous sommes dans une situation presque critique. Donc le centre d'excellence, c'est ça. C'est pas... J'avoue que même en étant créatif, je ne vois pas en quoi le centre d'excellence à Toulouse deviendrait un instrument d'inféodation de la France à la politique spatiale américaine. Je ne vois pas. En revanche, je vois assez bien, une fois qu'il sera constitué, ce qui devrait être et pleinement opérationnel, ce qui devrait être le cas assez rapidement, comment on pourra en faire un outil d'influence auprès de nos partenaires. Sur la dernière question qui était celle de ce qu'il nous faut pour rester interopérable, comme je disais, il y a beaucoup de choses ont été faites dans le cadre de l'OTAN qui nous rendent déjà plus interopérables, mieux entraînés, mieux préparés aux différents scénarios de crise et de menaces. Ça, beaucoup de ces choses-là sont acquises.
Il faut les préserver, il faut les renforcer, il faut aller plus loin. On n'est pas du tout encore là où on devrait être, mais on est quand même mieux qu'il n'y a pas si longtemps. Dans un scénario extrême de retrait rapide de capacité américaine, qui encore une fois, désolé de le répéter une nouvelle fois, pour l'instant n'est pas du tout confirmé, c'est vraiment les enablers, je pense, ces capacités critiques qu'il nous faudra acquérir le plus vite possible. Merci, Monsieur l'ambassadeur. La parole est à Christophe Blanchet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'ambassadeur. On évoque depuis ce matin l'autonomie stratégique, la défense, mais pour pouvoir avoir cela, il faut de l'énergie. Et ce que Trump a très bien compris, parce qu'il y a une chose qui est passée un peu sous les radars, c'est qu'il y a 15 jours, il a sorti le décret créant le Conseil national pour la domination énergétique. Et on parle bien de domination énergétique et pas d'indépendance ou d'autonomie énergétique. Donc sa vocation, c'est vraiment de dominer le monde avec l'énergie et de se partager dans ce Yalta entre Poutine et Trump l'énergie, parce que nous avons deux États qui sont totalement souverains énergétiques au niveau pétrole et gaz, contrairement à l'Europe où on est dépendant à 58% et la France 48% grâce à notre nucléaire. Donc ma question et ma réflexion sera évidemment, vous avez dit, il faut être capable de faire et il faut que l'OTAN ne fait pas de politique industrielle. Mais pour autant, les temps changent et est-ce que tout ce qu'il y a derrière la volonté de Trump et Poutine, c'est simplement de maîtriser l'énergie et de faire en sorte qu'ils maîtrisent la destinée du monde à cet effet? Donc sommes-nous pas véritablement rentrés dans cette troisième guerre mondiale de l'énergie véritablement et mis au travers, et l'Ukraine est aujourd'hui la victime collatérale et le départ de tout cela? Merci. La parole est à Nadine Lechamp. Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur. Passons la dernière, ou presque, ça va se répéter, mais je vais quand même tout de même vous poser ma question. Il n'y a pas plus de défense sans espace et plus d'espace sans défense. Tels furent les propos du général Philippe Steininger dans son ouvrage relatif aux révolutions spatiales. 3 éléments sont clairement identifiés. Les données d'origine spatiale sont de plus en plus nombreuses et nécessaires pour les combattants. L'espace en lui-même est un lieu conflictuel. Et enfin, l'arrivée des organisations privées dans l'espace-temps en affaire un périmètre où les acteurs et donc les conflictualités vont se multiplier. L'OTAN reconnaît déjà l'espace comme un milieu d'opération. Pour autant, ce milieu est complètement dominé par les États-Unis et pose donc de sérieuses questions relatives à notre dépendance dans ce domaine. La France est le fer de lance de l'aérospatial européen et pourrait impulser à ce titre une prise de conscience et des moyens de mobilisation beaucoup plus importants. La RNS révisée est aussi un moyen de sensibiliser à la question du spatial et à l'exercice plus large de notre souveraineté en la matière. Pour cela, le spatial ne doit plus être une simple déclinaison, mais bien un sujet à part entière de notre futur RNS. Je souhaiterais savoir de quelle façon, selon vous, la France pourrait impulser cette nouvelle dynamique au sein de l'OTAN et d'autres pays européens, et comment cela pourrait être présenté dans le cadre de la révision de la revue nationale stratégique. Merci. La parole est à Sébastien Saint-Pasteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, en préambule, je souhaite rappeler que le traité de Washington, socle de l'OTAN, trouve son fondement dans l'article 51 de la Charte des Nations Unies, où réaffirmer le droit naturel des États indépendants à la légitime défense individuelle ou collective. J'ai une pensée, quand on parle de ces sujets, toujours aux femmes et aux hommes qui subissent la guerre, aux femmes et aux hommes qui la font. Je me permettrai de revenir simplement sur un point que vous avez un peu éludé, qui est la question du processus décisionnel de l'OTAN. On a vu que les États, pas seulement membres de l'Union européenne, se sont réunis très rapidement, il y a quelques jours à Londres. D'ailleurs, les États baltes ont été exclus de cette réunion, et c'est, je pense, assez dommageable pour des raisons que vous allez probablement évoquer. Et donc se pose la question de ce processus décisionnel. Comment nous pouvons faire face à ce réalignement des États-Unis et comment on peut décider rapidement? Est-ce que c'est dans le cadre de l'OTAN, qui a un processus par consensus assez particulier, ou est-ce qu'il faut créer des organisations ad hoc? Je vous remercie. Merci. La parole est à vous, Monsieur l'ambassadeur.
Merci beaucoup. Les deux premières questions me permettent de souligner que il y a vraiment un travail à faire entre l'OTAN et l'Union européenne pour répondre à la crise du moment. Donc, on a beaucoup parlé ce matin des enjeux strictement liés à la défense et la sécurité, mais évidemment, le défi transatlantique, peut-être même d'ailleurs en dehors de cette salle, serait perçu comme au moins aussi fort, voire supérieur en matière énergétique, commerciale, la guerre des tarifs douaniers, etc. Et donc il faut que la réponse européenne, elle soit intégrée entre réponse des Européens à l'OTAN sur les sujets qui concernent l'OTAN, réponse des Européens à l'Union européenne sur les sujets qui concernent l'Union européenne. Et l'énergie va plutôt dans cette catégorie-là. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne soit pas en silo entre la réaction à ce que les Américains peuvent faire dans un cadre et puis dans un autre. Tout ça se tient. De ce point de vue-là, je suis d'accord avec vous, monsieur le député. Et donc, ça se tient dans l'analyse et ça se tient dans la réponse. Et sur l'espace, c'est le cas. J'ai beaucoup parlé de ces fameux enablers dont nous avons de toute manière besoin et nous aurions encore plus besoin si jamais les Américains venaient à retirer les leurs. Dans ces enablers, la dimension spatiale, elle est absolument capitale. Donc ça en fait une priorité sur laquelle, en effet, notre pays peut avoir un rôle particulier à jouer. Et comme je l'ai dit, nous investissons l'OTAN comme un domaine où nous voulons sensibiliser nos partenaires au spatial. Mais dans la réponse, il y a aussi un volet européen. Vous savez qu'il y a une constellation Iris-Carré qui a été décidée. Je pense que dans le réveil des Européens, il y a aussi de plus en plus clairement la dimension spatiale. Et en tout cas, nous souhaitons beaucoup pousser en ce sens. Sur le processus décisionnel, l'OTAN fonctionne au consensus et nous y tenons beaucoup. Pour le coup, ça nous protège beaucoup. Mais évidemment, ce qui est vrai pour nous est vrai pour d'autres. Donc c'est plus difficile de faire fonctionner une organisation au consensus qu'à la majorité. Moi, je ne vois pas, en tout cas aujourd'hui, à portée de main, une sorte de grand soir institutionnel de la gouvernance et de la décision à l'OTAN. Je ne vois pas ça. Je vois en revanche tout à fait le potentiel pour que les Européens, un peu habitués dans cette enceinte à se positionner par rapport aux Américains, que ce soit pour les influencer, pour contester parfois, c'est plutôt nous ça, leurs orientations. Je vois bien comment les Européens, avec des Américains qui peut-être réduiraient un peu leur niveau d'implication, peuvent, au fil des débats, des réunions, des milliers de réunions qu'organise l'OTAN chaque année, s'affirmer davantage. Ils le feront parce que, en dehors de l'OTAN, plus généralement, dans la relation politique que nous construisons avec nos partenaires européens, nous aurons défini des grandes lignes d'action qui se déclineront à l'OTAN, qui se déclineront à l'Union européenne, qui se déclineront peut-être d'ailleurs dans d'autres enceintes. Donc je pense qu'il y aura peut-être un jour une traduction institutionnelle au pilier européen dans l'OTAN, mais dans un premier temps, il y aura plus de présence, plus d'action, plus de capacité. Vraiment, c'est le point clé, je pense, y compris dans la réflexion que vous allez mener sur la revue nationale stratégique. En revanche, dès maintenant, et je pense qu'on voit ça un petit peu se constituer, il va y avoir des coordinations et des coopérations beaucoup plus fortes entre un certain nombre d'Européens, ceux que j'ai cités, et d'ailleurs, y compris les Baltes, ils n'étaient pas à cette réunion, mais ils étaient dans d'autres, et on est très, très, très impliqués dans les échanges avec nos partenaires baltes, et d'ailleurs présents sur le terrain
en Estonie. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour vos propos liminaires, pour Merci toutes à vos vous. réponses à ces nombreuses questions. La salle était bien pleine. Merci, mes chers collègues, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée.